Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour bien entendu. On revoit en images les événements qui ont fait l'actualité de la semaine. Le pays, une fois de plus touché par de violents orages. C'était jeudi soir. Bruxelles n'a pas été épargnée, surtout dans les communes du nord-ouest. Des trombes d'eau se sont abattues en très peu de temps, inondant des rues et provoquant des coulées de boue. Jean-Christophe Peset et Marjorie Fellinger. Une partie du ring de Bruxelles complètement sous eau. L'image témoigne de la violence de l'orage. Il a entraîné également l'inondation de certaines stations de métro. Dans cette rue de Jette, sous ce pont, l'eau est montée jusqu'à plus d'1 mètre. Et hier, j'ai même vu un monsieur qui est allé à la nage jusqu'à sa voiture pour essayer de la sauver. Mais elle était, d'ailleurs, on le voit ici, hein, elle était jusqu'à 1,50 m, quoi. Ce matin, les propriétaires des véhicules ne pouvaient que constater les dégâts. Je n'ai pas pensé que ça peut arriver au niveau de l'eau ici jusqu'au niveau de toit de voiture. Et voilà. Le matin, j'ai constaté que ma voiture est foutue. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Pour le moment, on essaye un peu sécher. On a pris le contact avec des panneurs. On attend. Un panneau signale pourtant le risque d'inondation. Mais les automobilistes ne s'attendaient pas à ça. Hier soir, vers 20-21 h, on a entendu des coups de klaxon. Et on est sorti bêtement à la terrasse et on a vu que la voiture était jusqu'ici inondée, quoi. Voilà. Et j'ai dû appeler des dépanneurs parce que je ne sais pas quoi faire. Un peu plus loin, de nombreuses caves de cette rue ont été inondées. Et c'est loin d'être la première fois. Ça commence à bien faire, hein, parce que c'est toujours nettoyer. Je veux bien nettoyer une fois. Ça n'arrête plus ici. Hein. À chaque orage, on met une bougie pour pas qu'on soit inondé, quoi. L'orage a frappé principalement le nord de Bruxelles. Les pompiers ont enregistré plus de 2000 appels depuis hier soir. Ils sont intervenus à 450 reprises. Ça concerne des carrefours sous eau, des caves sous eau, des toitures endommagées parce qu'il y a eu de grosses rafales de vent aussi. On a même eu 2 interventions hier pour des personnes bloquées dans leur voiture par les eaux. Donc l'eau a été montée jusqu'aux portières et on a été dégager ces personnes. L'Atomium a lui aussi souffert des intempéries. Ce matin, une grue évacuait les coulées de boue qui ont envahi l'esplanade. On a eu de l'eau et tout à l'intérieur de l'Atomium. La cave est inondée et là, il y a le réseau électrique et tout ça. Alors on ne peut pas ouvrir parce que l'ascenseur est en panne. On n'a pas d'électricité ni de téléphone. Difficile d'estimer le montant des dégâts. L'Atomium pourrait rester fermé une partie du week-end, le temps de tout réparer. Les Britanniques ont choisi le Brexit, l'emporte à 51,9%. Le Royaume-Uni va donc quitter l'Union européenne. Écoutez la réaction vendredi du Premier ministre belge Charles Michel. Il parlait d'une véritable claque et il appelait ses collègues européens à se réunir en juillet pour approfondir le projet européen. Pas de panique. Il faut garder la tête froide. Garder la tête froide, ça veut dire que nous allons devoir trouver très vite le chemin pour faire en sorte que l'on puisse faire rebondir le projet européen. En un mot, je pense que ce momentum politique, qui est un momentum difficile pour le projet européen, et ce n'est pas la première fois que l'Europe est confrontée à un moment délicat dans son histoire et dans son parcours, ce momentum doit être utilisé, doit être saisi pour le transformer en chance, en opportunité, et c'est la raison pour laquelle je lance cet appel à l'organisation sans tarder d'un conclave au plus haut niveau afin de prendre un certain nombre d'engagements clairs. Au lendemain du référendum, les incertitudes demeurent. Écoutez ces réactions recueillies vendredi dans le quartier européen par Elisabeth Gothard et Marjorie Fellinger. Ça va servir certainement d'exemple pour d'autres pays, mais je pense particulièrement à l'Afrique où on a pris quand même le modèle européen comme un modèle abouti dans les organisations qui entre les différents pays africains. Nous y croyons beaucoup à l'Europe et je crois que c'est un doute qui s'installe désormais dans la tête de beaucoup de dirigeants africains. Je suis allemand mais j'habite en Bruxelles et pour moi le Brexit c'est un cauchemar. Pourquoi ? Parce que tous les pays allons souffrir, c'est des mauvaises nouvelles pour l'Angleterre, mais aussi pour l'Europe. Souffrir économiquement ? Économiquement, politiquement, dans le monde, nous sommes plus faibles parce que nous avons seulement une chance que nous sommes ensemble et nous sommes partagés maintenant et ça va être très très difficile dans le futur.
Je suis américain et je suis triste que les Britanniques ont décidé de quitter l'Europe. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Je pense simplement qu'on est plus fort ensemble, comme le panneau le dit. À 28, on sera plus fort. J'espère que les 27 qui restent vont continuer de penser que c'est mieux d'être dans l'Europe plutôt qu'à l'extérieur. Les Diables Rouges affronteront la Hongrie en huitième de finale ce dimanche à 21h. L'aventure de l'Euro continue donc pour notre équipe nationale qui s'est défaite difficilement de la Suède grâce à un but inscrit par Nainggolan en fin de rencontre. Les Diables n'ont pas brillé mais ils ont fait ce qu'il fallait pour ravir les supporters à la fin. Regardez ce reportage réalisé par Marie Bergvens et Paul Peters au Hall Saint-Géry d'abord et puis c'est sur les marches de la Bourse que s'est terminée la soirée. À la 82e minute, c'est la délivrance dans les Halles Saint-Géry. Les supporters exultent, Hazard déborde et trouve Nainggolan qui peut frapper. 1-0, la Belgique est en huitième de finale. Un but pour la Belgique, on l'attendait depuis longtemps. Depuis le début du match, on savait qu'ils allaient le mettre. Ils étaient là pour ça et ils vont même mettre un deuxième but, on est sûr. Come on Belgium! Come on Belgium! Come on Belgium! Come on Belgium! Pourtant, avant ce but libérateur, les fans font plutôt grise mine, la nervosité se lit sur leur visage, les Belges doutent, scrutent, sursautent, les tentatives se font de plus en plus présentes, mais la concrétisation manque. On a eu chaud à un moment donné, mais on est confiants quand même. Ils ont le potentiel, c'est juste qu'ils ont quand même des adversaires redoutables, les Suédois, donc j'espère qu'ils vont gagner. Voilà, vive la Belgique! Petit à petit, on monte en puissance. Le match de l'Italie, je pense que Wilmot a réfléchi pour tomber de l'autre côté du tableau. Maintenant, il est très fort, mais on verra. Attention. Pardon, je suis désolé. Je vois un 2-0 pour la Belgique. Les supporters retiennent leur souffle, toujours 0-0 à la pause. Nous tombons alors sur le seul supporter suédois de l'Assemblée, plutôt confiant lui aussi. Le dernier match de Ibrahimovic, il y a beaucoup de pression, mais ils vont rien faire. C'est le dernier match pour le coach belge. Non. Oui. Lui, il rêve. Nous, on est dans la réalité aujourd'hui. On a touré le belge, bonne atmosphère, bonne ambiance. La Suède gagne 1-0. Mais quand même, s'il gagne, on va être quand même amis. L'ambiance monte crescendo au fil de la soirée. Les supporters investissent les rues pour se retrouver tous devant la Bourse. Un moment de communion, comme pour faire un pied de nez à la barbarie et à la violence, tout juste 3 mois après les attentats. La fête s'est poursuivie jusqu'au bout de la nuit dans la capitale. Je pense qu'on va gagner, on va jusqu'au final maintenant. Jusqu'au final, voilà. Nouvelle journée de grève nationale vendredi. De nombreux piquets bloquaient l'entrée des entreprises. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre de ces grévistes et de leur demander les raisons de la grogne. Pierre Baudot et Nicolas Kenhardt. Devant cet immeuble qui abrite une société de call center, des travailleurs de l'entreprise tiennent leur piquet. Ici, cette grève générale, c'est l'occasion une nouvelle fois de protester contre certaines mesures du gouvernement fédéral. La raison principale, surtout ici, c'est le projet de loi Peters qui va augmenter la flexibilité. On est ici devant un call center, le plus grand call center de la Belgique, et la flexibilité est déjà au top. Les gens sont déjà à leur limite de la flexibilité, donc encore augmenter, c'est l'enfer. Cette possible plus grande flexibilité du temps de travail, c'est aussi l'inquiétude des employés de cette société de transport de fonds à Laken. Nous sommes contre l'augmentation du temps de travail, l'augmentation de la flexibilité au niveau du travail pour les patrons, donc de pouvoir nous mettre à l'heure qu'ils veulent, le temps qu'ils veulent. Il faut bien penser que les gens, tous les ouvriers de Belgique ont des familles. L'action de grève vise aussi à dénoncer d'autres mesures, comme le recul progressif de l'âge de la pension à 67 ans, des coupes dans les services publics ou la sécurité sociale. Sur le terrain, les raisons de se mobiliser restent donc nombreuses. Le but n'est pas non plus d'aller contre eux, mais surtout de montrer que nous sommes là et qu'il y a un moment donné où il faut rester correct envers les gens et alors leur donner un meilleur niveau de vie, on va dire. On le constate, les travailleurs ne baissent pas les bras en espérant que ces actions multiples fassent enfin fléchir le gouvernement Michel. Fausse alerte terroriste mardi matin autour du centre commercial City 2. Un homme a été arrêté. Il portait sur lui une ceinture d'explosifs factice. Le déploiement des forces de l'ordre a été très impressionnant. Les bureaux ont été évacués. Les magasins ont dû retarder leur ouverture. Marie-Noël Dinan et Yannick Van Gansbeek.
Le déploiement des forces de l'ordre entre la place Rogier et la rue Neuve est impressionnant. Les premiers travailleurs découvrent le périmètre de sécurité placé autour du City 2 depuis 6 h du matin. Je suis bloqué, vous l'avez constaté, vous êtes observatrice. Oui. Depuis quand attendez-vous ici 20 minutes, oui. Votre bureau est dans le périmètre? Je travaille au City Center, oui c'est ça. Le City Center, c'est là que se trouve une partie de l'administration régionale. Certains fonctionnaires arrivés très tôt évoquent une certaine confusion à leur arrivée. Quand on est sorti, il devait être 7h20, 7h30. Mais moi je suis rentré un peu avant 7h, donc il y avait à ce moment-là aucune décision. C'était oui vous pouvez, non vous pouvez pas. Et bon, On essaye de contacter tout le monde, à savoir si tout le monde va bien, si on a plus d'infos, parce qu'on ne sait de rien. Donc c'est vrai que c'est un stress permanent. Et même si on nous donne l'accès pour rentrer dans le bâtiment, on ne va pas pouvoir rentrer sereinement. Les commerçants qui travaillent au sein du City 2 arrivent peu à peu sur les lieux, sans vraiment savoir s'ils doivent attendre ou rentrer chez eux. C'est une entreprise avec des smoothies et des jus. Et c'est une copine qui m'a envoyé en photo que c'était plein avec police ici. Et dans le train, j'ai entendu qu'ils ont arrêté quelqu'un. Vous êtes inquiète? Toujours. Depuis les attentats dans la France déjà. C'est bizarre. Il y a toujours quelque chose qui arrive et je n'aime pas travailler ici. Vers 9 h, des enquêteurs, les bras chargés, quittent les lieux. Même si c'est une fausse alerte, l'événement a marqué les esprits. Des alertes comme ça, des fausses alertes, il y en a plein, il y en aura plein. Je pense qu'il faut faire confiance aux services de sécurité qui sont très vigilants. 10 h, une partie de la rue Neuve est toujours inaccessible. Les commerçants qui se trouvent en dehors du périmètre de sécurité ouvrent leurs volets un à un. Certains hésitent tout de même. Comme on voit que plusieurs magasins ouvrent, alors on décide d'ouvrir le magasin également. C'est quand même un climat particulier dans lequel vous travaillez. C'est sûr qu'on n'est pas très rassuré de venir travailler avec tout ce qu'on entend, mais ça ne doit pas empêcher pour les clients et les touristes de pouvoir venir faire leurs achats dans les magasins. Pour les commerces et les bureaux en communication directe avec le City 2, il faudra encore un peu de patience. On connaît maintenant le programme du cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté qui apparaît dans l'enseignement officiel. Il sera donné dès septembre dans les classes de primaire et à partir de 2017 dans le secondaire. Le thème est vaste, être et vivre ensemble. Elisabeth Coutard, c'est Thierry Duboquet. Voici le programme de cours de philosophie et de citoyenneté. 174 pages, principalement destinées à l'enseignement officiel, pour guider les enseignants et leur donner notamment des idées d'activités à faire en classe. Voilà un exemple de situation mobilisatrice. Voici une série d'images. Identifier le point commun entre ces images et expliquer. Donc l'enfant est face à une série d'images et par exemple un enfant nous a dit « mais madame, les oiseaux ça ne pense pas, les singes ça ne pense pas ». C'est ce que nous appelons des supports. Et ce sont ces supports-là qui véhiculent des messages, qui permettent à l'enfant de poser des questions et de se poser des questions. Présenté aujourd'hui par ses concepteurs, ce programme est articulé autour de 2 objectifs pour l'élève. Être et construire ensemble. Pas de simple transmission de connaissances, mais plutôt une approche pédagogique fondée sur la réflexion, la prise de parole et le débat. Donc à partir du moment où tous les élèves sont réunis au sein d'un même cours, eh bien, on peut aborder ensemble des questions du style tiens, comment est-ce qu'on vit telle fête chez toi, un décès, des choses comme ça. Voilà. En théorie, ce nouveau cours est salué par les associations de parents d'élèves, mais en pratique, il pose question. Comment les enseignants, les écoles, les parents vont-ils mettre tout ça en œuvre? Comment on va informer les parents vraiment des choix qu'ils ont à poser? C'est vraiment des grosses questions et je crains que n'ayant pas pris le temps de l'analyse, de la mise en œuvre concrète sur le terrain, les enfants ne fassent, je dirais une fois de plus, les frais d'une politique pas bien préparée. C'est un programme qui va aussi être amené à évoluer parce que les différents pouvoirs organisateurs ont souhaité avoir les retours du terrain pendant toute l'année 2016-2017 pour après avoir une version peut-être plus finalisée, justement avec les avis des enseignants. Reste également à déterminer comment organiser la seconde heure de cours facultative et comment se dérouleront les inspections. Les évaluations, elles, ne seront pas certificatives l'année académique prochaine. Bref, la mise en pratique de ce cours sera elle aussi tout un programme. On s'intéresse maintenant à la voiture de demain. L'électrique n'est pas la seule alternative, il est un autre carburant auquel certains scientifiques croient, l'hydrogène. Un prototype fonctionnant à l'hydrogène est testé en ce moment sur le campus de l'ULB. Elisabeth Coutard et Yannick Van Gansbeek ont croisé sa route.
Les étudiants de l'ULB ne cessent de la croiser sur le campus, mais très peu savent qu'il s'agit d'une voiture qui fonctionne à l'électricité et à l'hydrogène. Le véhicule possède en effet une pile électrique à hydrogène de quelques kilos à peine et qui augmente considérablement son autonomie. On voit l'état de charge des batteries avec la tension ici. Alors si la tension des batteries est super basse, ça veut dire que l'état de charge est bas. Et donc la pile va recharger ces batteries-là avec un niveau de charge maximum. Ce véhicule ici peut fonctionner en hydrogène, mais aussi en électricité sur base des batteries. Et donc le soir, vous rechargez les batteries chez vous et vous pouvez utiliser les batteries pour aller au travail et revenir par exemple en hydrogène. Ici, on a une autonomie de 500 km. Il peut certainement, pour des gens qui se déplacent en ville, atteindre 2 semaines. Extrêmement silencieuse et économique, cette voiture rejette uniquement de l'eau et de la chaleur et peut atteindre environ 100 km à l'heure. Ce prototype sera essayé dans les rues de la capitale, mais également sur le circuit de Francorchamps. D'autres véhicules pourront ensuite être testés par le public l'année prochaine. Si des personnes sont intéressées d'avoir un véhicule comme celui-là en leasing, on peut donner ces voitures en leasing et le but est vraiment de l'utiliser au maximum. Donc le but c'est que cet utilisateur l'utilise le plus possible parce que pendant que les voitures seront en essai, on continuera à obtenir les données qui nous intéressent. Données qui sont ensuite envoyées depuis la voiture par satellite et répertoriées dans un programme informatique. Avis donc aux amateurs désireux de rouler plus écologiquement vers le futur. Et c'est la fin de cette émission. Bien entendu, revient samedi prochain. D'ici là, passez une très belle semaine.